Le Congo-Brazzaville, c'est une véritable énigme. D'un côté, une richesse pétrolière immense, et de l'autre, des défis qui semblent insurmontables. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce paradoxe pour comprendre comment une telle situation est possible. Et ça nous amène tout de suite à la question centrale, celle qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'un pays qui encaisse des milliards grâce à son pétrole peut avoir une si grande partie de sa population qui vit dans la précarité? C'est vraiment cette contradiction qu'on va essayer de décortiquer. Regardez ce graphique. Le contraste est saisissant. D'un côté, on voit bien que le pétrole domine complètement les exportations. C'est la richesse principale. Mais de l'autre, un truc aussi basique que l'accès à l'électricité, eh bien le chiffre reste très très bas. C'est ce décalage immense qui pose les bases de toute notre analyse. Alors pour comprendre, il faut d'abord regarder du côté de la politique. Et là, au centre de l'échiquier, il y a une figure qui est là depuis très très longtemps. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir une première fois en 1979. Puis il y a un retour en 1997, après la guerre civile. Si on fait le calcul, au total, ça fait plus de 4 décennies à la tête de l'État. C'est tout simplement l'une des plus longues présidences de tout le continent africain. Comment est-ce possible une telle longévité au pouvoir ? Eh bien, les analyses pointent vers une méthode bien précise, le recours au référendum pour changer la Constitution. Ces votes ont permis de faire sauter les limites sur le nombre de mandats et même sur l'âge pour pouvoir se présenter. C'est un point absolument central pour comprendre la gouvernance du pays. Bon, passons maintenant à l'économie pour voir comment tout ça s'imbrique. C'est là qu'on trouve à la fois le moteur qui fait tourner le pays et sa plus grande faille. Ce schéma est très clair. L'économie congolaise, en fait, elle ne tient quasiment que sur le pétrole. On parle d'environ 80% des recettes d'exportation. C'est énorme. Cette dépendance quasi totale à une seule ressource, ça façonne absolument toute la structure économique du pays. On pourrait vraiment appeler ça l'arme à double tranchant. D'un côté, c'est génial. L'or noir finance à peu près les 2/3 du budget de l'État. Mais de l'autre, c'est le piège. Ça rend le pays incroyablement vulnérable. Le prix du baril chute sur les marchés mondiaux et c'est tout le budget du Congo qui vacille. Le problème, c'est qu'on le connaît, ce risque de dépendance. Des plans nationaux ont bien été lancés pour essayer de diversifier l'économie, de développer l'agriculture par exemple, mais voilà, dans les faits, les rapports montrent que cette diversification, elle peine vraiment à se concrétiser. Et cette dépendance au pétrole, quand on ajoute aux questions de gouvernance, ça mène à une conséquence directe et massive, une dette publique absolument colossale. 117%. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le ratio de la dette publique par rapport à tout ce que le pays produit en un an, le fameux PIB, d'après les dernières estimations du FMI. Pour se faire une idée, c'est un niveau de dette considéré comme insoutenable, un poids énorme qui hypothèque l'avenir du pays. Mais d'où vient toute cette dette? Principalement de deux choses. D'un côté, des programmes de restructuration négociés avec le FMI, et de l'autre, des prêts très importants contractés auprès de partenaires internationaux, notamment la Chine et la Russie. Et c'est là qu'on touche à un point sensible, souvent cité dans les rapports. Il parle d'un système de patronage, d'enrichissement des élites et de mauvaise allocation des ressources. Tout ça serait alimenté par un gros manque de transparence économique. C'est un facteur clé pour comprendre pourquoi la richesse du pétrole ne profite pas à tous. Ok, on a parlé des grands chiffres, de la politique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens, au quotidien? Quel est l'impact de tout ça sur la population congolaise? Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est un chiffre qui est juste violent quand on le met en face des milliards générés par le pétrole. Et cette pauvreté, elle se voit tous les jours. Ce sont des coupures de courant constantes, un accès à l'eau potable qui n'est pas garanti pour tout le monde, des routes en mauvais état dès qu'on sort des grandes villes. Les services publics sont très concentrés à Brazzaville et Pointe-Noire, ce qui laisse une grande partie du pays un peu à l'abandon. Pour avoir le tableau complet, il faut aussi élargir le champ et regarder le rôle des acteurs internationaux. C'est un véritable écheveau d'intérêt qui se joue autour du Congo. Plusieurs pays ont un rôle important. Il y a bien sûr la France, l'ancienne puissance coloniale, qui garde des liens économiques et financiers très forts. Mais de nouveaux acteurs sont devenus absolument incontournables. Je pense à la Chine et à la Russie, qui sont aujourd'hui 2 des plus grands créanciers du pays. Justement, ces prêts accordés par les nouveaux partenaires, ils sont souvent critiqués dans les rapports internationaux. Pourquoi? Pour leur opacité et parce qu'ils ne sont pas toujours assortis des conditions strictes en matière de bonne gouvernance qu'exigent par exemple le FMI ou la Banque mondiale. Alors, si on essaie de résumer pour y voir plus clair, ce paradoxe congolais, c'est le résultat d'un cocktail complexe. On a une gouvernance très centralisée qui dure depuis des décennies, une économie totalement suspendue au prix du pétrole, un endettement massif et au bout de la chaîne, une pauvreté et des inégalités qui persistent. Au final, la situation du Congo-Brazzaville nous renvoie à une question bien plus large, une question fondamentale: que faut-il vraiment pour qu'une richesse naturelle, comme le pétrole, se transforme en une prospérité réelle, partagée et durable pour l'ensemble d'une population?
La question, elle, reste ouverte.